1909, Guillaume Apollinaire est l'un des premiers artistes à porter un nouveau regard sur ces pièces en provenance d'Océanie, d'Afrique ou des Amériques. Le Louvre devrait accueillir certains chefs-d'œuvre exotiques dont l'aspect n'est pas moins émouvant que celui des beaux spécimens de la statuaire occidentale. Apollinaire ouvre la voie à tout un aréopage de passeurs qui, durant tout le XXe siècle, plaidèrent pour une nouvelle perception. À l'autre bout du XXe siècle, Jacques Kershach est l'un de leurs héritiers. Collectionneur et galeriste, mais aussi et surtout voyageur-explorateur sur différents continents, Kershach a consacré sa vie à ces arts appelés en son temps art premier. Il lance, en 1990, un appel on ne peut plus clair qui fait écho aux mots d'Apollinaire. Dans son manifeste, il appelle à ce que les chefs-d'œuvre du monde entier naissent libres et égaux. Il recueille près de 150 signatures d'artistes et d'intellectuels désormais convaincus que l'art non occidental est digne de figurer parmi les chefs-d'œuvre du Louvre. Son plaidoyer rencontre le soutien politique de Jacques Chirac. Le maire de Paris, bientôt président de la République, donne alors à ces appels d'intellectuels et d'artistes du XXe siècle un tournant décisif. Sous l'influence conjuguée de Chirac et Kershach, le musée du Louvre s'ouvre enfin aux arts non occidentaux en 2000 avec l'inauguration d'une aile dédiée, le pavillon des sessions. À l'issue de près d'un siècle de controverses et de débats passionnés, un art aux multiples facettes, aux multiples créations, aux multiples histoires, un art qualifié tour à tour de primitif, de premier, de primordial selon les époques ou les exégètes, sans qu'aucun de ces termes approche de sa vérité, rejoint enfin, et pour toujours, les cimaises de notre plus prestigieux musée. Le pavillon des sessions fait émerger l'idée de créer un nouveau lieu entièrement consacré aux arts non occidentaux. Le 20 juin 2006, un nouveau musée ouvre ses portes à Paris, le musée du quai Branly Jacques Chirac. Ma principale ambition, c'était de faire de ce musée une sorte de centre Pompidou des cultures du monde. Les musées d'ethnologie que je connaissais à ce moment-là, que j'avais pu visiter à travers le monde, c'est en général des musées où on va en famille, une fois dans sa vie quand on est enfant, une deuxième fois quand on a des enfants, et qui sont à l'écart de la vie culturelle. Et ce que je voulais que ce musée soit, c'est une fenêtre sur les cultures non occidentales, à égalité avec les cultures non occidentales, qui donne envie aux gens de sortir d'une grammaire culturelle habituelle, c'est-à-dire de cesser de penser que l'histoire de l'humanité, elle s'inscrit, je sais pas moi, entre Praxitèle et Jeff Koons, et qu'en dehors de ça, il n'y a rien. Donc c'était ça l'ambition. Ce projet de musée reçoit rapidement le soutien des plus importantes figures de l'anthropologie française, Claude Lévi-Strauss et Maurice Godelier. Un musée d'ethnographie ne peut plus offrir une image authentique de la vie des sociétés les plus différentes de la nôtre. La mission officielle du musée du quai Branly sera de donner une juste place aux arts non occidentaux dans les collections nationales. Il ne sera pas un musée ethnographique, mais post-ethnographique. Deux collections préexistantes, celles du Musée de l'Homme et du Musée national des arts d'Afrique et d'Océanie, sont alors réunies dans le nouvel édifice conçu par l'architecte Jean Nouvel. Il fallait que je crée un lieu qui exprime ce mystère, cette tension, d'où cette obscurité, d'où tous ces efforts pour créer un lieu qui ne soit pas uniquement un lieu de monstration au niveau rationnel, mais qui devienne un lieu habité. L'objet est là, il a sa densité, il a son poids, il a sa peau, il a son corps, et véritablement c'est un partenaire. On le prépare pour une autre magie, du moins on l'espère, qui est celle de la transmission au public. À partir du moment où le pavillon des sessions ouvre et que Jacques Kershach va déployer en fait le budget qui lui est donné pour compléter par des acquisitions très très importantes, on va avoir un champ qui va s'ouvrir pour le musée du quai Branly, qui est en effet ni un musée d'ethnographie, ni un musée des beaux-arts, mais
mais un musée qui va, par ses acquisitions, montrer qu'il est autre chose. Le musée du Quai Branly Jacques Chirac est un lieu où conservation et recherche croisent leur expertise, leur savoir-faire, leurs ressources pour produire de nouvelles connaissances sur les objets. C'est un nouveau carrefour des disciplines. Symbole de cette alliance, l'établissement est placé sous la double tutelle du ministère de la Culture et du ministère de la Recherche. Après, d'autres ambitions sont apparues, comme celle de donner une parole, une place de plus en plus grande à la parole des peuples autochtones, des gens produisant, ayant produit ou des descendants de ceux qui ont produit ces images, et aussi une place importante à l'art contemporain. C'est-à-dire qu'un des grands problèmes d'une collection d'ethnologie, c'est qu'elle donne toujours l'idée d'un temps idéal, permanent et disparu par définition. Et je voulais donner une image vivante, que nous ne soyons pas seulement un musée d'art ou d'histoire africaine, mais que nous soyons vraiment une fenêtre sur la complexité, la diversité, la vivacité culturelle du monde. Aujourd'hui, il se construit 200 musées par an en Chine. Il s'est construit dans les 10 dernières années un nombre incroyable de musées, y compris en Afrique, en Amérique latine. Et tout ça constitue une communauté. Cette communauté, elle dialogue, elle échange des expositions, elle se parle, elle échangera aussi des œuvres. Je pense que la circulation des collections doit s'accroître. La question des restitutions n'est qu'un aspect de la circulation des collections. Les collections, elles ont toujours circulé. Les restitutions, elles ont toujours existé. Dans quelle mesure elles s'élargiront, c'est une question à laquelle je ne sais pas répondre, mais j'appelle de mes voeux l'idée que le Quai Branly ne soit plus seul. De plus en plus, ces dernières années, je sens que nous faisons partie d'un réseau, d'une communauté. Ce réseau, il reste encore un réseau trop nord-nord. Il faut qu'il devienne davantage nord-sud. Et je crois que c'est ce qui va se passer dans les 20 ans qui viennent.